Bonjour tout le monde à cette séance cet après-midi pour faire avancer la recherche et nous allons parler de notre concours de subvention. Avant de passer et aller trop loin avec cette séance, j'aimerais annoncer que cette séance aujourd'hui est disponible en français et en anglais et vous pouvez prendre un moment pour regarder votre écran. Il y a un petit globe au bas de l'écran. On voit interprétation. Vous pouvez choisir l'anglais ou le français et nous vous demandons de poser vos questions soit en français ou en anglais à la fin de la séance. Alors, j'aimerais accueillir notre collègue pour vous parler de notre engagement très fort à la recherche et à ma collègue Tracy ou Stacy Linton. Bonjour tout le monde. Alors que nous partageons les résultats de notre recherche et notre concours de 2022-2023 et on veut aussi briser les... Nous voulons investir dans cette recherche de sorte à améliorer la qualité de vie de nos clients et en même temps de garder notre engagement. Et à cause de nos donateurs et nos recherches cliniques, les clients et les familles, ceux qui soutiennent et les volontaires, nous pouvons étendre la recherche en dystrophie musculaire pour soutenir de nouvelles générations de scientifiques et aussi qui sont impliqués dans des projets de recherche et aussi pour bâtir les meilleures relations. On va poursuivre nos relations avec les réseaux dans ce domaine au Canada et nous sommes très fiers de nos réalisations jusqu'à maintenant. Tout aussi important, Dystrophie Canada est engagé pour assurer que leurs clients et leurs familles auront de l'information pour leurs familles incroyable. Nous avons continué à produire des activités de translation dans ce domaine pour donner les renseignements pour le client et les familles puissent participer dans toutes les activités de recherche et aussi nous voulons soumettre les résultats par le biais de notre réseau de défense et aussi on veut donner du soutien pour poursuivre les expériences, accéder aux études cliniques et j'aimerais remercier notre comité de consultation Dr. Park, les chercheurs qui ont fait leur soumission pour ce cycle de subventions et tous les réviseurs et le personnel de recherche pour leur temps, leurs affaires, leur expertise et leur passion. Vous avez rendu ce processus de sélection pour les subventions une réussite. J'espère que vous allez nous accompagner cette année. Veuillez aller à walkrule.uc.ca pour trouver un événement près de chez vous et vous pouvez continuer virtuellement et nous continuons à ne pas être subventionnés par le gouvernement pour nos programmes et nos services et nous comptons sur nos donateurs et les pompiers canadiens et tous les autres. Ce ne sera pas possible sans eux et sans vous. Et merci encore une fois et j'espère que vous appréciez le webinaire. Merci beaucoup, Stacy. Et avant d'aborder les résultats de la compétition, ce qu'on voulait faire, d'abord, nous voulions partager des faits saillants. Et aussi, nous sommes très excités cette année et vous avez investi plus de 7 millions de dollars et nous avons soutenu 66 et 29 hôpitaux et des universités et dernièrement. Et non seulement au cours de ces dernières années, nous avions un nouveau programme au cours des 2 dernières années pour soutenir la prochaine génération de cliniciens et de gens. Il y en a un total de 11 maintenant. Au cours des dernières années, nous avons aussi lancé et reçu 7000 enquêtes. Et pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez nous envoyer un courriel au sujet des études cliniques et toutes les questions que vous avez au sujet des troubles neuromusculaires et pour recevoir du langage simple sur tout cela. Et tel que Stacy a mentionné, au cours des 3 dernières années, nous avons été en mesure de subventionner avec CRHR le réseau de troubles neuromusculaires pour tout le Canada et aussi de desservir sur cette trousse. Et dans la dernière année, et on est là pour discuter de cela, les 9 projets que nous allons soutenir pour un total de 833 000 dollars. Et tel que j'ai mentionné, en matière de fellowship, nous avons déjà investi 400 000 pour les projets de sciences translationnelles, 433 000 pour les projets de sciences cliniques. Nous avons travaillé avec d'autres partenaires et il y avait d'autres projets de recherche et d'autres à soutenir. Et récemment, nous avons formé un partenariat avec Géno-Québec et TaxAid Canada pour avoir aussi ces nombres
Et non seulement est-ce que nous avons réussi à subventionner la recherche, nous sommes très fortunés d'avoir eu l'occasion de mener notre recherche à incidence très élevée pour regarder aussi le cheminement on peut voir des sciences et jusqu'à la gestion. Et avec CNDR et PortND, on a lancé un registraire pour patients et en raison des subventions que nous avons reçues de CHRR et de recherches comme Jody Warman d'Ottawa, nous avons lancé un ensemble où on évalue le coût de vivre avec le trouble de neuromusculaire au Canada. Et on utilise la recherche pour influencer les politiques publiques et nous sommes ravis de partager la vaste majorité du pays détecte l'atrophie musculaire et c'est grâce à la recherche et à vous et les partenaires qui travaillent avec nous pour élaborer pour vraiment influencer les politiques en matière de santé. Il y a aussi un engagement fédéral en ce qui touche le plan d'action pour invalidité et nous avons mené des consultations et des sondages pour renseigner la stratégie et informer les gens sur cette stratégie. Et maintenant, je veux partager la façon dont on s'est rendu ici. Tard à l'été, nous avons lancé un appel pour des applications et des projets translationnels et cliniques. Nous avons reçu un total de 22 projets et nous avions euh, 22 réviseurs d'aînés et qui incluaient des critiques, des commentaires. J'aimerais remercier les réviseurs qui sont en ligne aujourd'hui. Nous avons un mélange de chercheurs, de cliniciens et des gens avec beaucoup d'expérience qui ont aidé à renseigner la catégorisation pour nos projets. Et j'aimerais aussi remercier Dr. Robert Parks et Jim Dowling qui présidaient les projets translationnels et cliniques. Et fondé sur les commentaires, nous avons été en mesure de sélectionner les projets les plus importants qui sont les 9. Et en fait, je vais vous céder la parole pour partager les résultats derrière. Merci, Omira. Veuillez m'accueillir à reconnaître nos récipiendaires de recherche, Dr. Eric Woon de l'Université d'Amsterdam et Dr. Jill Zwicker, et qui est accompagné de son équipe, Patricia Morrison de l'Université de la Colombie-Britannique, Dr. Hanan Gonarzaski, accompagné de son coéquipier, Dr. Risa Alloway de the Hospital for Sick Children, et Dr. Tyler Churchward-Venn de l'Université McGill, Dr. Rashma Amin, the Hospital for Sick Children. Et maintenant, pour aussi la partie translationnelle de la compétition, nous avions 4 récipiendaires, Dr. Girard de l'Université du Québec à Chicoutimi et Dr. Martine Tétrault de l'Université de Montréal, Dr. James Dowling, Hospital for Sick Children, et Dr. Pascal Chartrand, Université de Montréal. Maintenant, on va commencer notre ronde brève de 5 minutes où chacun des récipiendaires vont parler de leur équipe ainsi que de leur projet. Et si vous avez des questions, veuillez les envoyer dans la boîte de clavardage et on va y répondre à la fin. Si nous n'avons pas suffisamment de temps, nous allons répondre par courriel. Alors, je vais céder la parole au docteur Eric Woon. Merci, Daria. Permettez-moi de partager mon écran. Vous devriez être en mesure de voir mon écran, ça va? D'accord, merci pour l'introduction. Et bien entendu, d'abord, je me sens honoré et très reconnaissant d'avoir l'occasion de mener ce projet qu'on appelle BFIT et pour retirer l'exercice de l'hôpital et jusqu'à l'environnement résidentiel chez les gens qui sont atteints de dystrophie musculaire oculopharyngale. Et il y a au Canada différentes choses. Leur expertise est axée principalement sur les études historiques, ce qui signifie qu'essentiellement, ils vont suivre un grand groupe de gens avec ces troubles uniques dans ce dossier et les suivre sans intervention ou autre
et poursuivre le cours naturel. Et aussi, ils ont une expertise sur des études de formation et une formation sur la force et MDM. Et lorsqu'on aborde Amsterdam, d'où je viens, je travaille à Amsterdam comme un chercheur principal dans le département de l'université à Amsterdam, du MC, et aussi on se concentre sur l'exercice physique et ça fait partie aussi de mon expérience à titre d'expert en exercice physique ou en physiologie et on travaille sur des maladies qui impliquent les nerfs et nous avons beaucoup de l'expérience sur l'application des programmes d'exercice et avec ce projet, nous avons aussi des projets aux États-Unis, en France également. Or, qu'en est-il pour le contexte et les questions de recherche liées à notre projet? Nous savons que les personnes souffrant de maladies musculaires demandent souvent des conseils sur l'exercice physique et à partir de la littérature scientifique, nous savons qu'il y a davantage de preuves des effets positifs sur de l'exercice, mais il faut que ça soit sécuritaire. Nous savons également des études, que la plupart des études ont été réalisées à l'hôpital ou dans un centre de réadaptation et ce qui présente des inconvénients. Par exemple, il exige que les gens se déplacent au centre et aussi pour retourner à leur domicile, ce qui est très épuisant pour bien des gens. Et aussi, cela exige de la physiothérapie. En termes de coût, le coût est aussi un inconvénient. Et la formation, les exercices à domicile sont une bonne forme d'exercice, mais il y a des programmes qui sont conçus précisément pour les gens souffrant de maladies musculaires. Et c'est là où notre groupe de recherche a élaboré le guide de formation ou d'entraînement BFIT, qui est vraiment un outil utile pour les professionnels de la santé, pour le prescrire et aussi le personnaliser pour les fins d'exercice pour les personnes souffrant de maladies musculaires. Et cette étude étudiait si l'entraînement à domicile, selon le guide d'entraînement, est efficace et sécuritaire pour les gens vivant au Canada souffrant de cette maladie. Et nous savons qu'à partir d'études menées dans les Pays-Bas, les gens sont très enthousiasmés au sujet de ce guide et nous disent essentiellement que le programme d'exercice euh, euh, leur rend en meilleure forme et augmente leur santé physique et leur état physique. Et avec cette étude, on va apprendre si c'est aussi utile pour les gens qui vivent au Canada, qui, de toute évidence, est un pays différent des Pays-Bas. La température est différente et les distances sont aussi différentes. Alors, nous allons étudier la faisabilité, à savoir si les gens peuvent faire cet entraînement à la maison ou à domicile et s'ils peuvent suivre le programme de façon intense. Et nous allons aussi étudier l'efficacité. Et est-ce réalisable, est-ce efficace et sécuritaire pour les personnes atteintes de cette maladie et aussi pour ce qui est de l'impact potentiel. Le BFIT aide le professionnel de la santé à adapter le programme d'exercice à la personne atteinte d'une maladie musculaire. Et en cas de succès, le guide de formation ou d'entraînement BFIT peut également être appliqué à d'autres maladies musculaires et peut être utilisé possiblement dans d'autres régions du Canada. Au cours de cette étude, nous allons commencer dans la région du Québec et ensuite nous allons appliquer le guide d'entraînement à 20 personnes vivant avec OPMD ou les maladies musculaires. Et sur ce, je vais céder la parole à Daria. Merci beaucoup de nous parler de votre subvention. Et Max Patricia Morgeson va présenter au nom de son équipe.
Merci beaucoup. J'espère que tout le monde peut voir mes diapositives et m'entendre. Et notre recherche, euh, euh, on a touche l'atrophie, la réhabilitation ou la réadaptation d'atrophie musculaire dans la moelle épinière dans un nouveau traitement, une ère de nouveau traitement. Et nous sommes des ergothérapeutes et je travaille avec Dr. Jill Zwicker et Dr. Catherine Selby, Dr. Catherine Bachman et des partenaires patients. Et nous travaillons à l'Université de la Colombie-Britannique. Et tout ça pour dire que dans notre recherche, on veut co-créer une nouvelle façon de planifier la réadaptation avec les enfants qui vivent cette maladie. Et l'atrophie est une condition qui cause la faiblesse des os et l'invalidité. Avec de nouveaux traitements, les enfants avec cette maladie auront le potentiel de vivre une vie plus longue avec des invalidités physiques, mais selon les habiletés que les gens détiennent et quand ils continuent à vivre avec un certain niveau de faiblesse et d'invalidité, on ne sait pas à quoi ça ressemblera à longue échéance et on veut en tirer le meilleur potentiel. La réhabilitation a toujours été très importante au niveau de cette maladie et nous avons une approche d'accommodation et d'accommodement et on peut les adapter à la maison, au domicile, à l'école et on sait aussi la remédiation pour renforcer et améliorer les compétences et la norme en matière de soins est taxée sur la force et renforcer, mais les recommandations peuvent être très exigeantes pour la vie quotidienne des gens. Et alors que on veut améliorer le tout, et ça peut nous donner aussi une certaine relation, et les enfants n'ont pas toujours la même compréhension en quoi comportent ces expériences. Et dans cette nouvelle ère avec les gens souffrant de cette maladie, il faut connaître davantage ce que la réhabilitation, la réadaptation représente en matière d'approche et de possibilités. Et dans notre recherche, nous allons co-créer un cadre pour montrer ce que nous faisons au niveau de la réadaptation et il faut travailler ensemble. On va interviewer des enfants avec cette maladie, les parents d'enfants avec cette maladie, de jeunes adultes et des thérapeutes qui donnent ces soins de réadaptation. Et on veut entendre les voix de partout à travers le Canada et nous allons mener les entrevues sur Zoom. Et pour que ça soit une étude multigénérationnelle, on va faciliter les entrevues avec des activités créatives. On va utiliser des tableaux, même des pâtes à modeler pour expliquer en quoi comporte la réadaptation et à quoi ça peut ressembler. On va recruter, collaborer ensemble avec des patients, partenaires qui font partie de notre équipe et les partenaires patients seront importants pour répondre aux questions et participer dans les co-entretiens et aider aussi pour évaluer les données d'entretien. On va transcrire tout ce que les gens vont dire et coder cela pour trouver de nouvelles définitions et les différences de ce que les gens nous relatent. Et à partir des catégories, nous allons rassembler un cadre que les familles et les thérapeutes peuvent utiliser pour discuter la réadaptation et l'incidence potentielle de cette recherche est un effort collaborateur et axé sur l'approche euh, conviviale pour les enfants et les familles. Alors que ce travail de recherche se concentre sur cette maladie, nous savons qu'il y a beaucoup de changements et de nouvelles possibilités pour les enfants et les gens qui vivent avec d'autres conditions neuromusculaires pour la réadaptation, les changements, la vie au quotidien et comment créer une nouvelle compréhension de cette maladie pourrait aider d'autres à imaginer une meilleure planification de réadaptation. Finalement, nous sommes très reconnaissants à l'Association canadienne et nous sommes enthousiasmés et avons hâte d'entamer le projet. Merci, Patricia. La prochaine étape, Dr. Issa Alwani. Oui, bonjour, je suis euh, et, et Issa va présenter et j'aimerais aussi remercier l'association pour la subvention
Et nous travaillons sur ce projet depuis bien des années et Issa est un des types avec qui je travaillais et aussi il est un fellow en neuromusculaire et il fait du travail excellent qu'il va présenter. Il va présenter le travail qu'il est en train de faire. Issa, à vous. Merci pour cette gentille introduction et merci à vous tous pour votre participation aujourd'hui au sujet de notre recherche et meilleure reconnaissance des modes de IRM. Et avant de commencer, j'aimerais dire que je n'ai pas d'intérêt financier concernant la divulgation. Et avant de commencer, imaginez il y a 20 ans, juste pour imaginer d'avoir un logiciel, une appli de, de cellulaire qui peut donner le nom de cette fleur en simplement en prenant une photo. Et ces jours-ci, nous avons fait des avances et ceci peut être fait jusqu'à une précision de 99 et on peut obtenir une prédiction pour diverses maladies neuromusculaires qui sont axées sur un outil précis que nous avons juste en prenant la photo d'une IRM. On peut ajouter le diagnostic. On peut avoir, c'est un outil de diagnostic qui est très utile, fondé sur le modèle que nous détenons. Et nous allons parler de maladies neuromusculaires et vont comporter plus de 300 gènes et il y a des gènes qui sont toujours non identifiés. Malheureusement, ils n'ont pas des modèles jusqu'à maintenant parce que les patients peuvent se présenter avec certains attraits et il y aura un chevauchement avec les attraits cliniques que nous avons pour nos patients. Et ça nous mène à des exigences pour de nouvelles approches en ce qui touche les modèles de diagnostic. Et actuellement, les troubles neuromusculaires sont fondés selon certaines stratégies. Nous avons MG et les essais génétiques tels que vous connaissez tous. Et nous avons aussi la pathologie. On peut prendre le tissu musculaire et l'analyser sous le microscope. Quelles sont les autres modalités? Nous avons l'IRM musculaire. Ça peut améliorer le diagnostic et notre compréhension de la pathologie musculaire. Et ça peut aussi augmenter la portée de la pathologie et ça peut démontrer un mode caractéristique qui va aussi nous mener vers d'autres résultats. La recherche, l'étape 1. Et la première étape, c'était de créer une application mobile conviviale qui peut prévoir le diagnostic d'une maladie neuromusculaire basée sur des pointages Mercury IRM. Je vous donne un exemple de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Et nous avons une base de données qui contient plus de 900 images IRM qui ont été recueillies et plus de 30 modèles qui ont été générés. Et trois modèles, les trois meilleurs modèles qui ont réalisé plus de 90 de prévisions ont été évalué et nous avons aussi transposé ça à l'application mobile. Et voici le travail. Voici une image IRM d'un patient. Et à gauche, on peut voir une illustration des muscles. Voici les muscles que nous voyons sur l'IRM musculaire. Et pour chaque muscle, on voit une étape et une graduation de couleur. Ça peut passer du gris au noir au blanc. Et il y a le blanc, c'est normal. Et noir, ça veut dire qu'il y a une incidence, qu'il est affecté. Si on regarde l'image IRM ici, on peut en quelque sorte voir qu'il y a des muscles ici qui apparaissent normaux et d'autres non. Et fondé sur cela, on peut aussi informer notre auditoire. Et ici, c'est une icône réelle de cette appli de mobile que nous avons créée et vous devez insérer les valeurs pour ces anormalités ou ces muscles. Et on peut commencer par insérer chaque valeur pour chacun des muscles et pour la partie inférieure de l'IRM principalement. Et après avoir parcouru tous les muscles et inséré toutes les données, on va pousser le bouton prévoir
ou prévision. Et ici, on a les diseases, on a toutes les maladies et aussi cet IRM musculaire. Lorsque connecté au logiciel, on a une précision de 99 pour cette maladie en particulier, ce qui est très encourageant pour les maladies musculaires. Nous avons conçu une page web qui peut être accédée à partir de n'importe quelle appli et même chose comme l'appli pour mobile parce que cette appli prend du temps pour obtenir un permis ou une licence, mais ça peut être accédé par n'importe quel médecin partout mondialement. Et la prochaine étape sur laquelle nous sommes axés et nous cherchons une subvention pour aussi agrandir la base de données pour inclure d'autres maladies, non seulement 10, mais surtout pour la fonction pédiatrique chez les enfants et aussi pour créer une application mobile conviviale qui pourrait prendre l'IRM musculaire automatiquement et vous donner le diagnostic automatiquement sans insérer un chiffre, une valeur ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est quelque chose que nous souhaitons réaliser dans la prochaine année ou deux et je vous laisse avec un exemple de ce que nous tentons de faire, une image encore IRM. Nous avons téléchargé cette image dans l'appli mobile qui est en train d'être développée. Et ensuite, on prend les anormalités, les muscles qui sont anormaux et on va insérer cela. On va nous dire qu'est-ce qui est anormal et ici, ça n'a pas été complété. Encore une fois, c'est automatique. On n'a pas besoin d'insérer des cotes, des scores et lorsqu'on veut prolonger la liste pour qu'elle contienne plus de maladies pour toutes sortes d'applications. Et ce travail se poursuit depuis 2 ans jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un projet unique et encore une fois, nous souhaitons inclure d'autres maladies et des techniques plus avancées et pour généraliser les idées, à savoir, lorsqu'on pourra le mettre en pratique, on pourra avoir une rétroaction de partout ailleurs à travers le monde et nous pourrons ajouter d'autres maladies plutôt que celles qui se concentrent uniquement sur la composante de dystrophie musculaire. Merci pour votre écoute. Merci, docteur et Monsieur Alwani. Ensuite, nous avons Monsieur Tyler Churchward. Venn. Merci beaucoup, Daria, pour l'occasion de présenter notre projet. Et tel que mentionné, mon nom est Tyler Churchward-Venet. Je suis professeur adjoint au département de la kinésiologie à l'Université McGill de Montréal. Notre projet est intitulé Exigences de protéines alimentaires chez les adultes atteints de dystrophie musculaire. Il s'agit d'un projet collaborateur entre l'Université McGill et l'Université McMaster. Et pour vous présenter l'équipe d'études, moi-même et Dr. Mark Tarnopolsky à l'Université McMaster, qui est un clinicien et scientifique, ainsi que Dr. Joshua Netterveen, aussi de l'Université McMaster, et nous travaillons ensemble sur ce projet. Et vraiment, le nœud du projet touche la protéine alimentaire et vous avez divers types de protéines que nous mangeons habituellement comme faisant partie de notre diète alimentaire. On a de la viande, on a du poisson, on a des légumineuses pour améliorer la santé musculaire et métabolique dans l'ensemble. Notre projet est axé sur la définition d'exigences métaboliques pour la protéine alimentaire chez les individus atteints de dystrophie musculaire. La quantité de protéines qui doit être fournie dans la diète, dans les aliments que nous mangeons pour satisfaire les besoins métaboliques de notre corps. Nous savons qu'un certain nombre de facteurs peuvent avoir une influence pour les exigences de protéines, par exemple l'exercice, le vieillissement,
la grossesse, ça peut altérer les besoins du corps en matière de protéines, mais on ne sait pas si la dystrophie musculaire peut altérer ou changer ces exigences. Juste pour vous donner un aperçu général des fonctions très importantes au niveau de la protéine. Et la protéine dans le corps joue un rôle important pour nous aider à bouger et va transporter les substances au aux artères et la réglementation des muscles et tout, et c'est impliqué dans les enzymes et un processus catalyseur pour réguler les gènes et aussi les processus de signalement des cellules. Et la question de notre recherche est la suivante. Quelles sont les exigences de protéines alimentaires chez les adultes atteints de dystrophie musculaire? Et voici nos méthodes de recherche impliquant des individus atteints de cette maladie. Ils vont venir au laboratoire et vont ingester des quantités de protéines alimentaires et peut y avoir de petites quantités défaillantes jusqu'à des quantités qui seront au-delà des exigences. On va recueillir des échantillons d'haleine et des échantillons d'urine. Notre approche est non invasive. Il y a beaucoup de recherches pour étudier le métabolisme de protéines, exige beaucoup de biopsies pour aussi prélever des échantillons, mais nous avons abordé et utilisé la méthode non invasive. Et en ce qui touche l'impact potentiel, les résultats générés de cette recherche fourniront des recommandations d'apport de protéines alimentaires chez les adultes souffrant de dystrophie musculaire et ça pourrait aussi mettre la table pour des études prospectives éventuelles et nous voulons respecter les exigences de corps dans l'entier pour la protéine alimentaire et on s'attend à ce que cela ait une influence positive dans la qualité de vie des personnes atteintes de dystrophie musculaire. J'aimerais remercier tous euh, les gens qui nous donnent des subventions et qui nous soutiennent au cours de ces projets. Et prochaine étape, nous avons le docteur Amin. Vous avez la bonne version à l'écran. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci à Dystrophie musculaire Canada de me donner l'occasion de présenter au nom de mon équipe et aussi pour le soutien en subvention très généreux. Et l'objectif est d'établir les 10 priorités pour la maladie neuromusculaire pédiatrique et les soins respiratoires. Et nous savons que les complications respiratoires, malheureusement, sont toujours une complication très courante chez les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Mais la recherche pour optimiser les soins respiratoires chez cette population est essentielle pour améliorer leur qualité de vie. Mais en dépit de l'importance critique du maintien de santé respiratoire chez les enfants avec cette maladie, il y a un grand manquement de recherche de haute qualité qui comprend des essais cliniques randomisés dans ce domaine. Nous sommes axés à mener des études de haute priorité et de la recherche avec les patients, les donneurs de soins, les cliniciens pour identifier les endroits, les secteurs de recherche les plus importants auxquels on n'a pas encore répondu. Alors, on veut réunir un groupe pan-canadien de patients, de donneurs de soins et d'investigateurs tôt en carrière et des principaux et en partenariat avec un organisme à but non lucratif et avec Dystrophie musculaire Canada et je co-gère ce travail avec Dr. Lynn Schall, qui n'était pas en mesure de présenter aujourd'hui, et aussi neurologue Dr. Hans Knockmuller d'Ottawa, Catherine Selby de la Colombie-Britannique et Dr. Kevin Metten, qui est pneumologue de McMaster. Et nous avons sur notre équipe une praticienne infirmière d'Edmonton et Nisha aussi est inhalothérapeute avec notre équipe et nous sommes très fortunés d'avoir Nicolas Worsfold
et qui est le parent d'un adolescent souffrant de cette maladie et est aussi le vice-président de Défi Duchenne Canada. Et Susie Van der Wyck est donneur de soins, une adulte avec atrophie musculaire de la moelle épinière et directrice exécutive de Cure Small Canada. Nous sommes très fortunés d'avoir Numa Amash, qui est atteinte d'atrophie musculaire de la moelle épinière, et Tori Lacey, personne atteinte de cette maladie, et Victoria, qui est aussi la gestionnaire pour l'industrie. Et pour les méthodes de notre étude, nous avons 5 phases. La première, c'est d'établir le partenariat de travail et les personnes clés qui doivent être impliquées tous ou toutes ensemble. Ensuite, nous avons la phase 1. Dans cette phase, nous allons avoir un remue-ménage de questions qui ne sont pas répondues et qui sont en recherche. On va mettre ça sous forme de sondage ou d'enquête et on va distribuer ça aux patients, aux familles, aux cliniciens. Ensuite, on va recueillir ces résultats, on va les compiler et on va réviser la littérature de façon systématique pour déterminer si ces questions ont été répondues et incluses dans les lignes directrices. Ensuite, nous allons poursuivre à la deuxième phase. Essentiellement, nous allons envoyer à nouveau une autre enquête et on va demander de répondre à une courte liste de questions liées à la recherche. On va compiler tout cela. Ça va nous mener à la phase 3, qui est l'atelier de mise sur pied de la priorité finale. Et ensuite, l'objectif est d'établir un consensus sur les 10 priorités. La dernière étape est de partager les connaissances que nous avons recueillies dans l'ensemble. Et nous souhaitons que ce travail va élaborer un ordre du jour de recherche axé sur les patients qui sera stratégique pour les soins respiratoires chez les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Les résultats de ce projet pourraient informer aussi le flux respiratoire pour les instituts canadiens du réseau de maladies neuromusculaires en recherche de santé. La priorité des partenariats développeront par ce travail et créeront la fondation pour une recherche axée sur les patients et on verra un programme canadien de recherche axé sur l'amélioration de la santé respiratoire et des résultats cliniques chez les enfants avec les maladies neuromusculaires. Merci. Merci beaucoup. Et prochainement, nous allons passer à la recherche translationnelle de la compétition. On va commencer avec le docteur Girard. Docteur Girard, on va commencer avec vous. Désolé, c'est mon tour. J'avais des problèmes de connexion. Oui, d'accord. Très désolé à ce sujet. Et je vais tout simplement partager mon écran. Donnez-moi quelques secondes. Or, désolé pour le délai. Et merci de m'avoir attendu. Mon nom est Simon, je suis de Chicoutimi. D'abord, j'aimerais remercier Dystrophy Muscular Dystrophy Canada aussi de m'aider à entamer ce projet. Je suis heureux de voir que les familles s'en tiennent toujours à la science. Après tout ce que nous avons vécu pendant la pandémie, c'était un moment difficile pour nous tous, mais c'est super de voir qu'on est en mesure de se réunir à nouveau. J'aime toujours commencer en remerciant mon équipe. Et je ne fais pas la plupart du travail. Voici les personnes qui effectuent le travail. Je suis la personne qui tente de sembler intelligent devant tout le monde et ces gens sont ceux qui font la plupart du travail. Et j'aimerais aussi remercier mon acolyte qui m'a impliqué dans cela. Je suis un nouveau venu dans ce domaine et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et Élise Duchesne et Cynthia Gagnon, elles travaillent
en dystrophie musculaire type 1, myoclonique type 1. Depuis de nombreuses années, nous avons commencé à collaborer et nous avions cette idée de ce projet. Et ensuite, je crois que ce sera très excitant et emballant de travailler avec elle sur cela. Et je serai comme le mouton noir parce que je vais m'en aller dans une direction tout à fait opposée. Nous allons nous diriger vers les données historiques et vous allez voir où je vais me diriger dans quelques secondes. Mais ici, voici les données avec lesquelles nous travaillons à notre université. Ce que vous voyez à la gauche de l'écran, c'est des registres d'églises, de données historiques lorsque les gens se rendaient à l'église pour se marier ou le baptême ou les funérailles. Et ces données étaient conservées dans de grands livres, de grands registres. Nous sommes très fortunés au Québec d'avoir des projets et tout est répertorié pas mal ensemble et on les a reliés à un arbre, un méga arbre, et nous avons cet arbre généalogique de tout le monde dans la province entre euh, euh, 1660 et jusqu'à 1960, qui est un grand outil et un grand atout pour les fins de notre recherche. Et ce projet, précisément sur lequel nous travaillons, est pour dystrophie musculaire type 1, nous avons plusieurs familles qui proviennent pour la plupart des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous tentons d'étudier et de déterminer qu'est-ce qui relie ces familles. On pense de certaines choses, mais on parle de variabilité parce qu'ils présentent tous les mêmes maladies avec une grande différence en matière de présentation. Et nous tentons de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer les différences en matière de symptômes, variabilité de symptômes et le commencement. Et nous tentons d'établir le lien entre les individus pour expliquer cela. Les gens qui connaissent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont savoir qu'il y a un grand sentiment de fondateur et un effet de fondateur. Ça signifie que lorsque les gens habitent dans un endroit, vont migrer dans un autre endroit et vont s'établir là. Et après une longue période de temps, on va présenter une nouvelle population, bien entendu, avec une bonne aspiration de la première population, mais avec des caractéristiques précises. Lorsqu'on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lorsqu'on a documenté cette région, elle fait partie de ces régions au monde avec des porteurs de DM1 la plus grande. Et c'est ce que nous tentons de comprendre, ce qui se passe ici. Alors, lorsqu'on parle de famille, on pense aux parents, aux grands-parents, aux cousins, mais le prolongement de la famille va bien au-delà de ce qu'on se rappelle. Et lorsqu'on regarde assez loin, on obtient un grand nombre de personnes qui font partie de votre famille. Essentiellement, c'est ce que nous faisons avec les familles du Québec. Nous tentons de les relier ensemble pour tenter de comprendre ce qui les rend semblables, ce qui les rend différents. Et on est au tout début du projet, mais je peux vous montrer les premiers résultats. Voici le premier arbre généalogique que nous avons tenté d'établir. Ça ne signifie rien, il y a trop de personnes dans cet arbre. Mais ça nous démontre qu'on ne travaille pas avec un grand nombre de familles. On travaille avec de plus grandes familles qui sont reliées à des individus et nous pouvons étudier les relations individuelles entre deux patients en rapport avec leur lien généalogique. Et voici une carte des familles que nous avons et bon nombre de ces familles ont beaucoup de relations avec d'autres familles. Et à la fin, notre jeu ou ensemble de données ne travaille pas avec 200 individus non reliés. On travaille avec une grande famille, avec des gens qui sont reliés et on utilise ces relations pour connaître la progression de la maladie fondée sur les symptômes des patients. Et voilà pour ma part. Merci beaucoup. Prochain conférencier du flux translationnel est Martine Tétrault. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Merci Daria. D'abord, merci à Dystrophie Musculaire Canada pour cette opportunité. Merci à vous tous ici ce soir pour voir les résultats de
de cette demande de subvention. Et tel que Daria a dit, je suis Martine Tétrault, je suis professeure associée au département de neurosciences à l'Université de Montréal et une concentration principale est les maladies de dystrophie musculaire et les cas qui n'ont pas été résolus ou les choses qui ne sont pas bien connues. Et je vais vous donner un survol des données qui ont été trouvées dernièrement et la caractérisation des fonctionnels de tronquer les variants de la maladie et aussi on va toucher les aspects protéiniques. La première association est lorsqu'on a lié un trouble musculaire et la myotopie a été trouvée il y a environ 1 an et demi et depuis, il y a eu plusieurs rapports, incluant de mon équipe, où on a trouvé d'autres patients qui étaient porteurs du gène. Et ce qui était intéressant, c'est que les patients, la mutation était observée chez les patients avec un début chez l'enfant de la maladie, les symptômes apparaissaient pendant l'enfance, alors que chez d'autres patients, les symptômes apparaissaient lorsqu'ils étaient adultes. Habituellement, ces patients avec les symptômes qui se produisaient plus tard avaient des symptômes plus légers et une présentation clinique plus légère. Et qu'est-ce que nous cherchons à répondre avec ce projet? D'abord, nous voulions approfondir et comprendre la cause de la variabilité dans la gravité des symptômes et l'âge d'apparition des symptômes. On va les jumeler en séquence. On utilise la séquence de la technologie en étudiant les changements d'ADN ou génétique. On va regarder cela et aussi les changements RNA pour voir aussi l'expression du gène et la division et pour voir si on peut mieux comprendre la raison pour laquelle, dans certains cas, la maladie se présente pendant l'enfance, alors que certains symptômes vont apparaître à l'âge adulte. La deuxième question à laquelle nous voulons répondre, comment ces changements génétiques vont-ils mener au développement d'un trouble musculaire? Nous connaissons très peu au sujet de cette maladie ou MLIP et les troubles musculaires liés à MLIP. On veut utiliser d'autres modèles et de divers changements génétiques que nous avons observés chez les patients pédiatriques et adultes pour mieux comprendre comment les changements MLIP peuvent mener au à la faiblesse musculaire et qu'est-ce qui cause la faiblesse musculaire? Parfois, c'est la douleur et ne pas être en mesure de pouvoir marcher, courir ou tenir des activités telles les gens qui n'ont pas cette maladie ou de défaillance génétique. Et il y a plusieurs répercussions liées à ce projet. Et la première, c'est que ça peut augmenter la sensibilité, de la myopathie récemment décrite ou la dystrophie musculaire. Il y a beaucoup de connaissances sur le rôle de MLIP dans le muscle et les symptômes vont contribuer à augmenter le diagnostic de ce trouble, surtout chez les adultes, les patients adultes chez qui les symptômes sont plus légers et sans tenir compte. Et ce n'est pas vu en clinique et ce n'est pas tellement diagnostiqué. Alors, il est très important pour augmenter le diagnostic et parler davantage de MLIP et de parler des présentations cliniques. Nous voulons aussi inclure les connaissances du rôle de MLIP dans le muscle. On n'en connaît pas beaucoup. On connaît très peu, en fait, presque rien de comment MLIP agit au niveau du muscle. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas pourquoi ça se retrouve dans le muscle. C'est très important de comprendre la raison pour laquelle ça cause un trouble ou une maladie musculaire et aussi ce que ça implique pour un muscle en santé. Et aussi, c'est unique et c'est les premières étapes pour le développement d'une stratégie de traitement. Bien que notre projet se concentre sur les myopathies MLIP ou la dystrophie musculaire, et la variabilité en gravité, apparition des symptômes et évolution sont observées dans d'autres troubles neuromusculaires. Nous croyons que ce que nous apprenons dans le contexte de troubles musculaires liés à MLIC pourrait être appliqué à d'autres troubles et ça pourrait expliquer aussi la lacune de la présentation clinique. On peut aussi en apprendre davantage au sujet des autres troubles musculaires en étudiant MLIP dans le muscle. Ce que
que nous savons, c'est que MLIP interagit avec une autre protéine, l'amine A, l'amine C, et lorsque des changements génétiques sont observés, ça peut mener à d'autres troubles musculaires. Et nous croyons qu'en apprenant davantage à ce que MLIP fait dans le muscle, on peut en apprendre davantage au sujet des troubles musculaires causés par l'amine A. Et puisque nous en savons très peu au sujet de MLIP et son rôle dans le muscle, nous croyons aussi qu'en étudiant MLIP, nous pouvons apprendre davantage au sujet des protéines dans des muscles et comment MLIP va influencer et fonctionner à titre de partenaire dans ces gènes neuromusculaires et comment ça pourra nous aider à comprendre davantage au sujet des autres troubles. Alors, merci beaucoup et je serai heureuse de répondre à toute question s'il y a lieu après les présentations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Tétrault. Nous sommes très emballés aujourd'hui que nous sommes en mesure d'entendre les résultats et Dr. Jim Darling a aussi reçu un prix pour son projet sur la myopathie il n'est pas ici aujourd'hui, mais il a parlé plus tôt cette semaine à notre webinaire. Et aussi, nous sommes heureux de donner le prix à Dr. Chartrand pour aussi les inhibiteurs et pour MCPK et dans les modèles de dystrophie myconique. Et nous avons reçu un certain nombre de questions et nous allons céder la parole à ceux qui voudront bien répondre aux questions. Et la première question est pour vous, Dr. Amin. Il y en a qui sont étonnés de voir que nous avons des subventions. Et pourquoi est-ce que l'investissement et aussi d'établir les priorités sont si importants pour les projets? Oui, merci pour la question. Et oui, c'est oui, ça semble être le mouton noir comparé aux autres projets que vous avez présentés aujourd'hui. Une des choses, il y a environ 10 ans, CR Charge s'est déplacé vers une recherche axée sur les patients, soutenue par les patients pour informer les patients. Et c'était ce genre de recherche. À titre de chercheurs cliniciens, nous avons de l'expérience clinique de ce que nous voyons lorsque les patients viennent nous voir en clinique, mais nous n'avons pas le vécu. Ce que nous croyons est important pour les patients et leurs familles lorsqu'ils doivent confronter ces défis au quotidien et ce que nous estimons pourraient être les priorités souvent ne sont pas alignées et ne sont pas conformes à ce que ressentent les familles et les patients. Et voici un aspect de l'importance. Et un autre avantage d'établir les priorités, de mener cet exercice en partenariat avec les patients, les cliniciens, les chercheurs et aussi avec les organismes à but non lucratif et potentiellement les usagers de connaissances. Une fois les priorités identifiées, ensuite, ça devient aussi une pipeline pour mener la recherche. Et en bout de ligne, nous sommes tous impliqués ensemble. Nous devons tous travailler ensemble dès le départ. Oui, tout à fait. Et on veut tout à fait former un partenariat avec vous pour ce projet. Maintenant, Tyler, est-ce que vous avez prévu, vous attendez qu'il y ait des exigences protéiniques pour différentes formes de dystrophie musculaire? C'est une très bonne question. Je dirais que cette étude, nous avons eu beaucoup de va-et-vient à savoir quel genre de dystrophie musculaire on voulait étudier d'abord. Et tel que mentionné, il s'agit d'un projet en collaboration avec Dr. Mark Tarlopoulos qui travaille avec un bon nombre d'individus. Et en consultation avec lui en termes de la faisabilité d'obtenir les participants désirés pour pouvoir exécuter le tout. C'est là où on voulait débuter. Et je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons des hypothétiques, à savoir que certaines protéines par rapport aux recommandations qui sont fixées à 0,8 grammes de protéines par kilogramme de masse corporelle par jour. Et c'est ce que nous croyons. Et
Il y a de la recherche que les individus atteints de dystrophie musculaire vont éprouver des défaillances alimentaires. Dr. Tarofsky a publié des œuvres dans ce domaine pour les défaillances minérales ainsi que protéiniques et les individus ne vont pas consommer les protéines requises par le corps, qui est un enjeu. C'est une première étape et on va partir de là. Excellent. Et j'ai écouté votre présentation aujourd'hui et les questions de recherche sont tous abordées, alignées et par le biais de la ligne. Et souvent, l'alimentation, la nutrition et tout cela sont des questions souvent soulevées et on veut être basé sur les preuves probantes pour pouvoir répondre aux questions. Une autre question que nous avons reçue est pour le docteur Tarnowski et docteur Awenay. Et combien de temps est-ce que ça a pris pour obtenir un diagnostic en vue de la technologie? Est-ce qu'on est encouragé par la technologie? Et il y a quelqu'un en Nouvelle-Écosse qui parlait que ça a pris 2 ans avant de voir un spécialiste. Et comment est-ce que ça se traduit dans vos régions? Est-ce que vous croyez que la technologie peut soutenir des soins à distance? Oui, je vais répondre avec cette question. Oui, les IRM. En fait, on ne peut pas passer un IRM partout, mais c'est quand même difficile à accéder, même dans des centres où on peut avoir certaines technologies. Rappelez-vous des modes, des patrons et de la configuration. Oui, ça nous prend quand même les normes pour faire un diagnostic, mais l'IRM va nous orienter en matière de diagnostic. Et surtout, lorsqu'on a des, des variabilités, on ne sait pas où on sera dirigé. L'IRM peut nous aider et on peut utiliser ça par le biais d'une appli, d'un cellulaire ou quelque chose qui va aider bien des gens, même à partir de spécialistes et des domaines de spécialité jusqu'à des endroits éloignés. Avant de conclure, Patricia, cette question est pour vous et c'est quelque chose que nous recevons régulièrement. Et un individu parle de ces traitements qui modifient la maladie. Est-ce qu'on devrait continuer avec ces traitements? Et est-ce que ça va aider mon enfant à marcher? Est-ce que c'est des traitements qu'on devrait prendre tôt dans la maladie? Quel est l'exercice, la quantité d'exercice, l'orientation qu'on devrait adopter? Merci pour la question. Nos chercheurs vont investiguer précisément les exercices et les techniques de réadaptation, mais davantage, ce qui est plus important pour les familles à effectuer la thérapie. Si votre enfant commence à marcher et à faire ses activités, à jouer, comment équilibrer combien de thérapies que votre enfant fait dans sa vie quotidienne par rapport à toutes les activités régulières qu'il doit faire dans sa vie, jouer, aller à l'école. Et on apprend des familles ce qui est vraiment prioritaire, ce qui s'insère dans la vie et combien de réadaptation vous avez de l'énergie à dépenser pour cela. Je ne sais pas si ça aide. C'est génial parce que souvent, on va aussi entendre que oui, ça peut être assez épuisant et ce n'est pas rempli de plaisir pour les enfants ni les parents. Et sur une note finale, au nom de Dystrophie musculaire Canada, félicitations à tous nos récipiendaires. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir cette recherche et nous anticipons les résultats de vos projets et c'est une ère excitante et emballante pour la recherche pour Dystrophie musculaire Canada. Il faut faire pousser, faire avancer la recherche surtout en matière de projets cliniques et veuillez vous joindre à nous et participer dans la marche pour MDC et nous serons de retour en présentiel très bientôt. Nous souhaitons vous voir en personne et merci pour le soutien des pompiers et tous les donateurs et les cliniciens, les chercheurs, les donateurs généreux, les familles, les patients. Merci beaucoup et bonne fin de journée.